Chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons dans cette autre émission, La Grande Question. Le 5 septembre dernier, nous avons tous vécu le coup d'État en Guinée-Conakry. Et quelques mois avant, il y avait le cas du Mali. Et aujourd'hui, nous voulons nous interroger avec trois de nos spécialistes que nous invitons pour réfléchir sur la question des coups d'État. Nous allons comme ça passer en revue trois positions. Nous allons nous interroger sur ce que c'est qu'un coup d'État. Nous allons nous interroger sur leur particularité en Afrique ou sur leur régularité en Afrique. Et nous allons ressortir en nous interrogeant sur la démocratie en Afrique. Nous allons évaluer la question de la démocratie par rapport à nos usages. Et pour l'occasion, nous vous avons invité le docteur Frédéric Foka. Bonjour docteur. Bonjour docteur Koukam. Merci de l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Je rappelle que le docteur Frédéric Foka est spécialiste du droit international pénal. À côté de nous, à côté de moi, juste à côté de moi, j'ai le docteur Eric Wilson Fofak. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste des crises internationales. C'est bien cela. C'est bien ça. Bon. Et vous le connaissez, vous le reconnaissez, le responsable de la chaîne qui nous rassemble, le docteur Richard Makon. Bonjour docteur. Bonjour mon cher frère et merci pour l'invitation. Bonjour aux milliers de téléspectateurs de Wafrica TV. Docteur Richard Makon, nous allons commencer par comprendre le concept de coup d'État. Et c'est à vous que je passe la parole. C'est quoi un coup d'État ? Je crois que tout à l'heure, mon frère, le docteur Frédéric Foka, serait mieux à même d'y apporter les définitions du point de vue des différentes subtilités. Mais je peux dire d'emblée qu'on appelle communément un coup d'État un renversement d'un pouvoir établi. Que le pouvoir a été établi sur une base totalement démocratique et donc légitime, ou que le processus qui a amené à la constitution de l'État ne soit pas légitime. Ici, la légitimité du pouvoir n'intervient pas, ne compte pas, dès lors que du point de vue de la légalité, le pouvoir en place a respecté un minimum d'usage et de trajectoire pour l'installation de celui-ci. On considère donc un renversement de ce pouvoir par une autre autorité d'État, quelle que soit cette autorité, mais quelqu'un qui est investi d'un pouvoir d'État, cela correspond effectivement à un coup d'État, ce que nous appelons dans la nouvelle terminologie africaine du droit international pénal et du droit international classique tout court, les changements anticonstitutionnels du régime. D'ailleurs, le concept a été repris par le nouveau droit constitutionnel africain. Et donc, ce coup d'État se distingue évidemment d'une révolution. La révolution, quant à elle, étant le renversement d'un pouvoir établi par la population. Et aujourd'hui, la Charte africaine pour la démocratie et les élections de la gouvernance essaye de systématiser d'ailleurs la révolution comme étant une forme légitime et démocratique de renversement des régimes aujourd'hui. Et donc, lorsque c'est la population, c'est une action populaire, comme on l'a vu avec le ballet citoyen au Burkina Faso et avec tous les autres, et quelques autres mouvements, quand c'est une révolution, un mouvement populaire qui aboutit au renversement d'un pouvoir établi, d'un pouvoir d'État, on est là dans une révolution. Et lorsque c'est une autorité investie, ça peut être un ministre de la Défense, ça peut être un général d'armée, mais non pas dans un mouvement militaire, parce que lorsque c'est un mouvement militaire qui renverse un pouvoir, on parle plutôt de putsch. Quand on parle de putsch, ça veut dire que c'est une action totalement militaire, mais lorsque c'est une autorité de l'État, ça peut être un vice-président, ça peut être un président du Sénat, ça peut être toute autre autorité investie du pouvoir qui utilise soit des arguties juridiques, soit même la force militaire pour aboutir au renversement du pouvoir en place. Donc il faut bien distinguer les cas de coup d'État, de révolution et de putsch. Le putsch étant essentiellement mené par des militaires. Quand ce sont des militaires, strictement des militaires, on est là dans ce qu'on appelle un putsch. Docteur Frédéric Foka, est-ce que
est-ce que les coups d'État intéressent le droit international pénal? Et comment est-ce que le droit international pénal comprend la notion de coup d'État? Alors, est-ce que les coups d'État intéressent le droit international pénal? Je dirais non. Le droit international pénal, non. Parce que le droit international pénal régit un certain nombre d'infractions qui sont au nombre de 4 et qui sont connues pour le moment: le crime de génocide, le crime d'agression, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Donc, stricto sensu, le droit international pénal ne régit pas les coups d'État. Par contre, le droit africain pénal, justement, régit les coups d'État parce que lui, il va plus loin avec 14 infractions, contrairement au droit international pénal qui n'en a que 4. Le droit africain pénal, ou bien le droit pénal africain, est composé de 14 infractions, parmi lesquelles, justement, les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et dans les changements anticonstitutionnels de gouvernement, il est fort intéressant de voir qu'il y a un distinguo, celui qu'opérait le docteur Macon tout à l'heure, entre les coups d'État, les putschs, et les manipulations de la Constitution à l'effet de maintenir un groupe ou un homme au pouvoir. Oui. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les coups d'État. Et aujourd'hui, que ce soit l'acte constitutif de l'Union africaine, que ce soit le protocole de Malabo, adopté en 2014 en fait, qui est un protocole qui lui-même déjà amende un autre protocole, c'est une histoire un peu longue. Mais voilà, ces éléments-là, y compris également le protocole créant la Cour, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, justement, saisissent la problématique des changements anticonstitutionnels et logent cette problématique justement dans le droit pénal africain en tant que changement anticonstitutionnel de gouvernement. Docteur Fofak, est-ce que les coups d'État peuvent être considérés comme des faits de crise internationale? Déjà, pour ma part, je voudrais déjà, au-delà de ce que le docteur Macon et le docteur Frédéric Foka ont dit, il faut se rendre compte de ce que la compréhension des coups d'État part de ce que on observe que les États modernes aujourd'hui sont régis par un certain nombre de textes que j'appellerais ici la Constitution. Parmi lesquels la Constitution, j'allais dire. Et il se trouve donc que dans chaque État moderne, la Constitution prévoit les modes d'accession au pouvoir. Et de mon point de vue, donc, un coup d'État serait l'accession au pouvoir par tout moyen non prévu par la Constitution. Et c'est de ce point de vue que on peut observer depuis le début de la décennie 70 une série de coups d'État sur le sol africain, et cela a bien évidemment intéressé un certain nombre de chercheurs. Et vous parlez justement des coups d'État du point de vue des relations internationales ou de la communauté internationale. On va dire oui, il se trouve justement que le monde entier, le monde dans sa globalité est quelque peu préoccupé par ce qui se passe sur le sol africain et parfois même ailleurs, pour dire justement que les coups d'État ne sont pas des réalités à confiner à l'intérieur de certaines frontières étatiques, mais il faut aller au-delà. Ceci pour la simple raison que les externalités de ces coups d'État sont parfois vécues au-delà d'un bout à l'autre des continents. Donc, du point de vue, de mon point de vue, la question des coups d'État est une réalité qui concerne le monde entier, et les experts des relations internationales s'y intéressent, et de ce point de vue, il y a un certain nombre de pistes qui sont tracées et qui permettent justement de les comprendre. Je ne vais pas revenir sur la typologie des coups d'État ou des changements anticonstitutionnels de pouvoir que vient de faire ici le docteur Macon, mais il y a que ces coups d'État sont une réalité que l'on gagnerait justement à comprendre afin de mieux les adresser sur le sol africain. Docteur Foka, est-ce qu'un gouvernement peut commettre un coup d'État?
Alors, j'ai peur que ce soit une question à la fois philosophique et juridique. Maintenant, je vais essayer de saisir la question sous son angle purement juridique pour éviter justement de sombrer dans une matière que je maîtrise peu. Alors, est-ce qu'un gouvernement peut commettre un coup d'État? Si on s'en tient aux éléments sémantiques qui ont été démontrés tout à l'heure, on dira non. Puisque le coup d'État est quand même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une force extérieure qui renverse un gouvernement légitimement établi. Toutefois, lorsqu'on saisit le problème sous l'angle des changements anticonstitutionnels de gouvernement, alors, et ça va devenir un peu philosophique, même si je voulais l'éviter, alors un gouvernement peut, alors qu'il est légitimement établi, lui-même commettre un coup d'État. Le coup d'État ne vise donc pas le renversement d'un gouvernement légitimement établi, mais il vise en fait le renversement d'un ordre constitutionnel. Parce que, in fine, on est bien sur une société qui est établie sur la base d'un contrat social, dans laquelle le pouvoir appartient au peuple et dans laquelle c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Oui. Et c'est le peuple également qui limite les mandats ou bien qui va sanctionner le temps que mettra un pouvoir ou bien un groupe au pouvoir. Donc, à partir du moment où un gouvernement ou bien un groupuscule d'hommes au pouvoir décide de revoir de façon unilatérale, et là unilatérale ça concerne le groupe et non un seul individu, revoir de façon unilatérale la Constitution qui est un consensus général pour s'arroger le droit de se maintenir perpétuellement au pouvoir, effectivement, là, il y a une rupture du contrat social. Et là, le pouvoir n'appartient plus au peuple, vu que ce début de manipulation de la Constitution se poursuivra dans la manipulation du processus électoral. Et alors là, oui, un gouvernement peut, en changeant les règles établies qui l'ont amené au pouvoir, commettre un coup d'État. Un coup d'État ici étant entendu comme le renversement en fait de l'ordre constitutionnel. Un gouvernement peut donc commettre un acte de changement anticonstitutionnel de pouvoir. Docteur Macon, on nous dit en démocratie que c'est le peuple qui est souverain. Le peuple élit un président de la République. Le peuple élit des députés. Mais d'où vient-il? Je veux comprendre. D'où vient-il que le président de la République soit capable, dans certaines constitutions, d'arrêter le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Comment vous comprenez cela? Je crois que là, vous faites allusion à un cas très récent de l'Afrique du Nord. Je crois déjà devoir dire qu'en termes d'attitude, de prudence, il faut déjà rentrer dans la norme fondamentale, mieux dire la Constitution, parce que la norme fondamentale, ce n'est pas toujours la Constitution. Il faut mieux rentrer dans la Constitution de cet État pour savoir quelles sont les dispositions qui aménagent les rapports entre l'exécutif et les autres pouvoirs au sein de l'État. Parce que dans de nombreuses constitutions africaines, le président de la République a la possibilité de supprimer le fonctionnement ou de mettre un arrêt au fonctionnement du Parlement, et provoquant ainsi donc la fin des différents mandats et l'obligation pour tous ceux qui en étaient détenteurs de repartir au suffrage, demander à nouveau la confiance du peuple. Donc il a la possibilité, au même moment que le Parlement peut faire tomber le gouvernement a la possibilité de mettre fin au mandat des élus. Donc je crois qu'il faut être prudent pour savoir d'abord comment est-ce que l'aménagement, parce que ces dispositions sont souvent prévues lorsqu'il faut aménager les rapports entre l'exécutif, le législatif et le juridictionnel. C'est généralement ces dispositions-là qui permettent de savoir, en cas d'avènement d'un conflit, d'une mésentente, d'un blocage du fonctionnement harmonieux des institutions, qui généralement dans les régimes présidentiels ressortis de la compétence du chef de l'État, comment est-ce que ces crises-là se gèrent. Et donc parfois, pour sortir de la crise, lorsqu'il y a une telle crise institutionnelle, si le président estime que le Parlement devient un obstacle à l'accomplissement de sa mission de garant à la fois de
l'intégrité du territoire, d'arbitre du fonctionnement harmonieux des institutions, il peut donc, en termes de circonstances aggravantes ou de mesures un peu excessives, mettre un terme au fonctionnement du Parlement. Et le Parlement aussi peut faire une sorte de coup d'État, entre guillemets, mais c'est là un coup d'État donc qui est constitutionnel, faire tomber le pouvoir en attaquant justement celui-ci à travers, par exemple, une question de confiance ou une question de défiance au niveau du Parlement. Et donc, je crois qu'il faut rentrer dans les dispositions pour ça, pour bien comprendre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le véritable problème pour la plupart des États africains, c'est que l'État y a été greffé. L'État y a été greffé sur des formes institutionnelles traditionnelles dans lesquelles la compréhension du pouvoir, la gestion du pouvoir, la civilité des rapports entre ceux qui tournent autour du pouvoir et ceux qui le reçoivent comme étant des gouvernés était totalement en inadéquation avec la façon occidentale dont on a pensé l'État. L'État tel qu'il a été conçu dans les sociétés occidentales et tel que celui-ci a été expérimenté à la faveur des mouvements, à la fin du processus de décolonisation et d'indépendance des États africains, on a eu des formes institutionnelles qui étaient totalement inadaptées avec notre compréhension du pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes d'ingénierie institutionnelle, la plupart des États africains ont de la difficulté à bien faire cohabiter, par exemple, les pouvoirs traditionnels avec le pouvoir civil. Et regardez la politisation assez négative du pouvoir traditionnel dans notre pays aujourd'hui. Vous avez un lamido qui peut être ministre, vous avez un sultan qui peut être ministre, et vous avez donc aujourd'hui cette décision politique assez unique qui consiste à donner des salaires à des chefs traditionnels aujourd'hui. Cette politisation du pouvoir traditionnel a créé dans nos sociétés une errance en réalité du pouvoir traditionnel et une incompréhension des citoyens quant à la délimitation des marges de circulation et de démarcation entre ce qui ressortit de façon objective comme étant du pouvoir traditionnel et ce qui peut ressortir comme étant du pouvoir institutionnel. Déjà, lorsque le législateur a dit à la fin des années 70 que les chefs traditionnels étaient des assimilés, je crois qu'il y a un terme... non, ce n'est pas des collaborateurs, il y a un terme qu'ils utilisent pour dire des auxiliaires de l'administration. C'était déjà une glissade assez perverse qui a eu des conséquences que nous voyons aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, pour un cas que nous avons un peu analysé de l'extérieur dans les conflits entre l'UDC et le RDPC à Fumban, ou encore les rapports entre le roi Sokudju, ses administrés, et les rapports entre le parti politique de l'opposition MRC et le parti RDPC, lorsqu'on attend que le roi sorte de son cadre de figure traditionnelle et protectrice pour venir opérer des arbitrages sur la scène politique. Et dans cette confusion-là, témoigne de ce que la compréhension que nous avons de l'État a été hypothéquée par une forme institutionnelle qui nous a été importée, qui nous a été greffée. Il revient donc aux Africains aujourd'hui, en fonction de leur propre entendement, de leur projet de civilisation, de leur compréhension de la gestion de l'en commun, essayer de définir dans une ingénierie des institutions et des solutions, des formes institutionnelles qui soient le mieux adaptées à notre compréhension du pouvoir, à la détermination du rôle de chacun des individus dans la société et finalement de ce que nous percevons comme à la fois l'en commun et notre position et place dans le cosmos. Docteur Fofak, je me tourne vers vous. Est-ce que finalement notre anthropologie nous rattrape? Est-ce que, vous savez, le pouvoir, nous savons que le pouvoir traditionnel est illimité. Quand on a quitté le pouvoir traditionnel, on le transmet à son fils. Et on va même se rendre compte que sociologiquement, on a des hommes du pouvoir d'État qui recourent très souvent dans les villages prendre le pouvoir traditionnel. Ils sont chefs du premier, du deuxième ou du troisième degré, comme dirait le docteur Macon tout à l'heure là. Est-ce que notre anthropologie ne nous rattrape pas? Alors, pris sous le prisme africain, on le dira ainsi, c'est-à-dire que l'Africain, en réalité, a voulu aller à la modernité sans abandonner ou sans se défaire, n'est-ce pas, de ce qu'il est. Et par moments, on a l'impression que c'est la volonté
n'est-ce pas, d'opérer un mélange de la modernité et de la tradition qui nous amène finalement à ne même pas savoir où nous sommes. Pourtant, de mon point de vue, la chose, elle est assez simple. Si, dès le départ, nous avons accepté d'embrasser la culture occidentale, il nous revenait, ou alors il revient à l'Africain, justement, de savoir, d'avoir un sens de discernement assez poussé pour savoir ce qui lui est utile et ce qui ne l'est pas. Or, il se trouve aujourd'hui que nous avons une interprétation des réalités sociopolitiques qui, en réalité, ne correspondent pas à notre vécu quotidien. C'est-à-dire que vous avez des gens qui voudraient justement passer pour des démocrates, mais qui, en réalité, n'acceptent ou alors, non, au quotidien, ne présentent aucune attitude démocratique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire faire la démocratie sans des démocrates. C'est la réalité que nous avons dans notre espace aujourd'hui. Alors, pour ma part, je crois que les choses sont assez simples. La démocratie, elle a ses canons. Et je ne pense pas que ce soit aussi difficile de penser que après un certain temps, l'on devrait céder ou donner la chance à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, de faire ses preuves. Lorsqu'on a été élu pour un mandat, il faut bien que pendant qu'on exerce ce mandat, que l'on donne tout ce dont on est capable, n'est-ce pas, de donner pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. À telle enseigne que lorsque le moment de s'en aller arrive, que l'on n'ait pas exprimé des regrets. Or, il se trouve justement que très souvent, c'est en fin de mandat que beaucoup se découvrent certaines vocations et, de ce fait, engagent des projets de tripatouillage, des constitutions ou des textes qui sont en fait le résultat du contrat social. Et, de ce fait, ce n'est pas toujours perçu de la même façon, ce n'est pas toujours perçu de tous, n'est-ce pas, de la même façon. Et c'est ça qui peut donc produire ce que nous observons dans nos différents États où nous avons des gens qui, lorsque la situation leur est favorable, ils vous disent oui, en fait, c'est parce que nous sommes africains et nous n'allons pas appliquer les principes démocratiques stricto sensu comme en Occident. Et lorsque la situation ne les arrange pas, ils disent non, en réalité, la démocratie, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, cette façon de voguer entre démocratie et tradition, en réalité, pour moi, ça ne fait pas grandir l'Afrique. L'Afrique devrait se choisir une voie. Et certainement, je pourrais convoquer ici l'exemple ou alors le cas asiatique où on est certes allé à la rencontre de l'Occident sans pour autant perdre ce que l'on est de soi-même. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que l'Africain est plus démocrate que le Chinois ou le Japonais, ou je ne sais pas trop. Pourtant, il se trouve que l'Occident, ou alors la civilisation occidentale a eu des effets négatifs tant au sein de la société asiatique qu'au sein de la société africaine. Docteur Foucault, quand on parle des questions de coup d'État, de démocratie, il y en a qui donnent l'impression que nous n'avons pas suffisamment d'expérience et que nous devons faire nos classes. Ils rétorquent que la France c'est 1789, les États-Unis c'est les mêmes années ou presque, ils sont à 2 siècles et un peu plus, et que c'est prématuré de penser que nous devons être capables d'avoir les mêmes résultats après 50 ou 60 années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'il faut sortir il faut sortir de tel type de débat. En réalité, ce n'est pas une question de faire ses classes. Je crois qu'il y a 2 choses qui ont été relevées tout à l'heure. D'abord, il y a l'anthropologie et ensuite, il y a cette façon d'intégrer en fait les sociétés démocratiques. Je pense que ce n'est pas une question de durée. Si nous choisissons un modèle, ça veut dire que nous sommes aptes à l'appliquer. Et si nous ne sommes pas aptes à l'appliquer, nous ne le choisissons pas, nous inventons un modèle qui nous est propre. Mais en réalité, la grande question, ce n'est pas de si la démocratie est importée ou pas, ou si on a fait nos classes ou pas, ou bien si ça fait 200 ans ou pas. Non, je pense que la grande question qu'il faut se poser, c'est
quels sont les ressorts de notre démocratie ou bien de notre gouvernance. Et actuellement, le débat en Afrique est fondé sur l'alternance. Nous interprétons la démocratie comme étant l'alternance. Mais nous pouvons également interpréter la démocratie comme étant la liberté. Nous pouvons également interpréter la démocratie comme étant la quête de l'intérêt général. À partir de là, nous définissons ce qu'est la démocratie. Le problème, c'est que lorsque nous examinons la grande majorité des pouvoirs en Afrique, il n'y a ni liberté, ni intérêt général, ni alternance. Et donc, le problème naît à partir du moment où les deux premiers piliers ne sont pas là, donc liberté, intérêt général, et où en plus de cela, on se rend compte qu'il n'y a pas d'alternance. Parce que lorsque un pouvoir est établi et qu'on s'en trouve brimé, opprimé, et qu'on constate qu'il ne poursuit pas l'intérêt général, on se dit, dans tous les cas, dans 5 ans, il sera parti, dans 10 ans, il sera parti. Sauf que, si dans 5 ans ou dans 10 ans, il manipule, il torpille, il tord le cou au contrat de base, à la norme fondamentale qui nous lie tous, pour se perpétuer et continuer à opprimer et à ne poursuivre que son intérêt personnel, c'est là où se pose le problème. Parce que j'ai également vu que dans de nombreux pays, la question de l'alternance ne se pose pas dans les mêmes termes lorsqu'on a des dirigeants, ce que les gens appellent souvent les dictateurs éclairés. Après, je peux partager ou pas ce type de termes, mais les débats ne se posent pas dans les mêmes termes dans ce pays quand on se rend compte qu'il y a des espaces de liberté quand même pour les populations, pour la société civile, pour l'opposition, et que, in fine, le dirigeant, d'une façon ou d'une autre, poursuit l'intérêt général. Si donc nous pouvons inventer un processus propre qui vise la satisfaction de l'intérêt de tous et qui donne des espaces de liberté aux uns et aux autres, liberté d'expression, liberté d'entreprise, un certain nombre de libertés, je pense que la question de l'alternance se posera moins. Parce que la démocratie n'est pas simplement aussi l'alternance. Ça ne servira à rien qu'il y ait alternance lorsque on fait une alternance dans la tyrannie. Docteur Foucault, est-ce qu'il ne faut pas questionner le projet, la manière avec laquelle se conçoit le projet de société? Peut-être que le problème y est. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est que, in fine, que ce soit les pouvoirs qu'on appelle pouvoirs établis, c'est-à-dire que qui sont ceux qui accèdent au pouvoir en respectant les processus, les normes et les voies constitutionnelles, ou ceux qui accèdent en brisant ces voies constitutionnelles, la question c'est qu'on accède au pouvoir pour faire quoi? Parce que ce qu'on entend généralement qui justifie les coups d'État, c'est justement le manque de liberté, c'est que ce sont des gens qui se sont accaparés du pouvoir à des fins personnelles, en fait, d'intérêts personnels, mais in fine, quand on regarde le comportement de ceux qui arrivent au pouvoir, on se rend compte que ce n'est pas différent. La question donc, c'est qu'anthropologiquement, nous devons poser la question, le pouvoir sert à quoi? À partir du moment où on saura à quoi sert le pouvoir en Afrique, s'il vise la satisfaction de l'intérêt d'un petit groupe, et là il y a un problème, ou bien s'il vise la satisfaction de l'intérêt général, on pourra évoluer dans le débat. Parce que là, on pourra inventer des formes de pouvoir qui sont propres à l'Afrique. Il faut également voir que même sur le continent européen, une grande partie des pays restent jusqu'aujourd'hui des monarchies. Même si en dessous de ces monarchies, il y a un jeu démocratique qui se déroule, mais ça reste quand même des monarchies. Pourquoi ne pas rester sur des modèles qui auraient peut-être mieux été appropriés aux cultures africaines, donc une monarchie, mais avec en bas un équilibre, en fait, justement, des intérêts et un espace de liberté pour les individus. Donc je pense que, finalement, il faut redéfinir le concept de démocratie à l'africaine et qu'on ne se focalise pas simplement sur l'alternance, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui pose problème. Et lorsqu'on aura atteint l'alternance, si nous avons évacué les piliers fondamentaux que sont la liberté et l'intérêt général, on n'aura pas résolu le problème. On restera toujours dans la même boue. Docteur Macron, très souvent, lorsqu'il y a ces coups d'État, on cherche une main étrangère. On se dit,
ça vient, c'est tel pays qui a orchestré le coup d'État. Et quand on voit comment nos gouvernements perçoivent la gestion de la souveraineté, on a moins l'impression que cette souveraineté est recherchée auprès du peuple qu'ils dirigent, mais parfois auprès des institutions internationales, qui d'ailleurs façonnent nos programmes économiques, parfois même nos programmes d'éducation. Et comment peut-on comprendre ça? Je crois que la réponse tombe de sens. Elle est liée justement à l'analyse que je faisais un moment plus tôt sur la greffe justement de l'État en Afrique, d'ailleurs qui n'est pas une analyse qui m'est propre, mais qui est un courant justement d'analyse des trajectoires à la fois politiques et constitutionnelles des États après les indépendances, après les différentes vagues des indépendances. Cette analyse de la greffe de l'État a des conséquences sur d'abord la façon dont ces pouvoirs se structurent, la manière dont les 10 pouvoirs analysent leur légitimité et finalement la façon dont ces pouvoirs construisent le rapport avec la société que Frédéric et Wilson ont tout à l'heure intelligé sous le concept de contrat social que Jean-Jacques Rousseau emprunte à Hobbes. Mais c'est là la question fondamentale, c'est d'où est-ce que le pouvoir vient, d'où est-ce qu'il est sécrété, et d'où est-ce que les différents pouvoirs en mouvement estiment pouvoir prendre leur légitimité. Lorsque l'État est greffé et que la plupart des premiers dirigeants qui avaient été l'émanation d'une volonté populaire ont été volontairement liquidés par l'ancien colon, on a eu une aristocratie des parvenus qui arrivaient au pouvoir, qui en réalité constituée d'hommes liges, qui rendent compte en réalité à ceux qui ont travaillé pour les imposer. Et donc à ce moment-là, les deux principaux éléments fondamentaux qui permettent de construire la cohésion d'un projet social, qui sont d'une part l'isonomie et l'isocratie, l'égalité des citoyens devant la loi et l'égalité des citoyens devant le pouvoir, ces deux éléments fondamentaux qui rentrent globalement dans la question de la légalité ne tiennent plus. Si vous ajoutez à ça cette fracture de l'égalité à l'absence de légitimité, parce que l'égalité et la légitimité sont les deux piliers qui permettent de construire la solidité d'une démocratie. À ce moment-là, donc, on a des pouvoirs qui, finalement, ne sont pas au service du peuple dans la perspective de l'intérêt général, parlait tout à l'heure avec beaucoup d'aisance Frédéric, mais rendent compte, finalement, aux instances, aux lobbies, au réseau desquels ils tirent leur pouvoir. Vous avez suivi avec intérêt comme moi tout le débat sur la nouvelle configuration aujourd'hui du sommet Afrique-France, qui est aujourd'hui non plus un sommet qui réunit le président Macron avec les présidents africains, mais plutôt le président Macron et les sociétés, les jeunes qui constituent les sociétés civiles africaines, et tout le débat qui ne peut jamais échapper celui de la France-Afrique, qui vient toujours vicier et brouiller finalement l'horizon des regards sur cette relation. Cette France-Afrique-là des réseaux, cette France-Afrique-là des barbouzes, cette France-Afrique-là justement de l'imposition des hommes liges à la tête de nos États, rend compte de la rémanence et de la permanence d'une logique quand même d'imposition depuis l'extérieur d'un certain nombre de dirigeants de nos sociétés. Dans de telles configurations, n'attendez pas que les pouvoirs soient légitimes. N'attendez pas que la question de l'intérêt général qui doit être au cœur de la construction d'un projet social et du rapport entre les dirigeants et leur population, que ces questions-là soient au cœur des préoccupations de ces dirigeants. Je voudrais sortir en relevant justement ce que Fred disait tout à l'heure sur la tendance, une forme d'inclinaison qui tend à vouloir légitimer le coup d'État aujourd'hui. Quand vous entendez au lendemain d'un coup d'État ou à quelques minutes après un coup d'État, ceux qui l'ont perpétré en l'occurrence pour les putschs très récents, vous entendez toujours le nouvel homme fort justifier l'action posée par la disparition, la rupture du contrat social, la violation par le pouvoir qui vient d'être renversé des règles constitutionnelles fondamentales, l'absence de liberté pour le peuple et plus grave encore, l'avènement d'une véritable errance économique qui fragilise finalement les populations les plus vulnérables, les plongeant ainsi dans une forme de misère. C'est donc premièrement une volonté de légitimer
du point de vue à la fois des populations et des partenaires étrangers, le coup d'État qui est perpétré. Mais il y a aussi une autre tendance qui est intéressante qu'il faut souligner, la volonté systématique de diminuer autant que faire se peut les pertes en vies humaines. Il y a quand même quelques morts, généralement, mais la plupart des coups d'État, la plupart de ces putschs cherchent autant que faire se peut de limiter le nombre de morts pour créer quand même des conditions de dialogue avec les bailleurs de fonds internationaux, l'Union européenne, les différents partenaires au développement, pour créer quand même un environnement où on dira, bon, il y a eu un coup d'État, il n'y a pas eu assez de morts. D'ailleurs, le président lui-même qui a été renversé, a été saisi, n'a pas été tué. Donc, c'est des gens quand même qui acceptent un minimum de règles, qui témoignent de leur volonté de civilité politique et peuvent donc se positionner comme des acteurs avec lesquels on peut discuter. Et rapidement après, vous allez voir que on va créer des possibilités de dialogue, les institutions régionales vont se mobiliser, on va vouloir influencer le nouveau pouvoir à circonscrire rapidement dans un délai de 6 mois à 12 mois au maximum 18 mois la durée de la transition et laisser ainsi le pouvoir entre les civils, ou bien pour les militaires, si c'est le cas, qui ont commis le putsch, se déshabiller de leur uniforme militaire pour entrer globalement dans la scène politique. Cela témoigne de ce qu'il y a aujourd'hui un jusqu'au-gens démocratique, pour emprunter à un de nos constitutionnalistes, pour dire qu'une forme de socle, de cadre juridique global dans lequel on doit définir les assises et les contours de la démocratie. Quel que soit ce que vous voulez, dans votre entendement et votre intellection de la démocratie, s'il n'y a pas intérêt général, comme Fred le disait, s'il n'y a pas liberté, s'il n'y a pas alternance, et si on ajoute les questions comme la gouvernance aujourd'hui qui s'y greffe, s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas libération des forces productive en termes de liberté d'entreprise, de liberté de commerce, de liberté d'industrie, il n'y a pas finalement de démocratie. Il y a donc une sorte de jusqu'au-gens démocratique et il appartient donc aux sociétés, dans leur trajectoire et leur projet de civilisation personnelle, de construire leur entendement de la démocratie. Moi, en ce qui me concerne, j'entends par démocratie la façon dont un peuple intellige la liberté et l'intérêt général. Et je remercie Fred parce qu'il m'aura aidé beaucoup dans la construction si rapide d'une définition de la démocratie qui soit plus à même de la marge de manœuvre qui doit être laissée aux sociétés pour construire un modèle et une ingénierie de solutions et d'institutions qui soient adaptées à leurs propres attentes. Docteur Fofa, comment est-ce que vous interprétez les réactions de l'Union africaine, d'abord sur les changements de constitution? Avant d'arriver aux réactions de l'Union africaine, je voudrais revenir sur un fait pour dire que, pour ma part aussi, la question de gouvernance est importante et à la limite même essentielle à l'épanouissement d'une démocratie. Parce que vous allez justement observer que c'est généralement la malgouvernance qui crée des pôles ou des zones de tension à l'intérieur d'un certain nombre d'États. Et ces questions de gouvernance ont un impact sur la façon dont les uns et les autres perçoivent le pouvoir. C'est-à-dire, dans un contexte comme celui-là, le pouvoir est perçu comme une source d'enrichissement pour un clan, pour un groupe ou pour une entité quelconque. Et de ce point de vue, les frustrés essayent toutes les astuces possibles, n'est-ce pas, pour accéder aussi au pouvoir. Et lorsqu'on est déjà dans une telle configuration, un coup d'État est très vite venu. Et vous faisiez tout à l'heure mention, n'est-ce pas, du regard que les uns et les autres posent sur le rôle de la communauté internationale ou d'un certain nombre de pays. Alors, tout simplement parce que justement, lorsqu'on arrive à un tel cas de figure, il y a que pour facilement se faire comprendre ou pour convaincre les masses, ou parfois même c'est à des fins de manipulation. On dit, en fait, si on en est là, c'est parce que tel pays, tel État ou telle puissance a soutenu tel groupe à l'effet justement d'avoir une main mise sur les ressources, etc. Donc, ça fait que la démocratie, en réalité, elle est malmenée en Afrique. Et s'agissant de l'Union africaine, mon avis est assez simple, hein, parce qu'il faut partir déjà des conditions dans lesquelles est née l'Union africaine pour se rendre compte de ce que il est difficile que cette instance ou cette organisation ait une position ou alors émette un avis qui soit respecté de tous, parce que
pendant longtemps, l'Union africaine et sa génitrice, l'OUA, a construit une réputation de club des chefs d'État. À telle enseigne que la malgouvernance qui génère des frustrations dans nos différents États permet de construire une image qui n'est pas toujours positive pour l'Union africaine. À telle enseigne que chaque fois qu'elle émet un avis, chaque fois que l'Union africaine émet un avis face à une situation de crise ou de coup d'État, c'est un avis qui est considéré par les nouveaux hommes forts comme une institution, un peu comme si l'institution Union africaine venait au secours de ceux qui venaient d'être débarqués du pouvoir. Et de ce point de vue, il est difficile justement d'avoir une quelconque efficacité, malgré tous les aménagements juridiques ou légaux qui ont été faits au sein de cette institution pour justement l'amener à être un peu plus efficace sur le terrain. Tout à l'heure, on parlait justement de la charte africaine, de la démocratie, la CADEC et autres. Alors, des instruments comme ça, ils sont légion, mais sauf que la réputation de l'institution ne lui permet justement pas de se faire entendre. Et on peut également observer que chaque fois que l'Union africaine a pris position, c'est un avis qui est très peu suivi, contrairement à l'avis ou à une décision que prendrait l'Union européenne, l'ONU. Et cela est également la conséquence de ce que relevait Richard tout à l'heure, notamment le fait que nos États, ou tout au moins l'État moderne africain est une greffe qui n'a pas pris, qui n'a pas tenu. Donc pour ma part, l'Union africaine gagnerait justement à se restructurer, à se refaire une vision et un moyen d'action. Et cela commence par son autonomisation. Or, vous allez observer qu'il est difficile pour l'Union africaine d'avoir la politique ou d'avoir les moyens de sa politique, ou tout au moins de faire la politique de ses moyens, pour la simple raison que c'est une institution qui reste fortement dépendante, n'est-ce pas, des ressources extérieures, et notamment des ressources européennes. Et quand on sait quel est le jeu des principales puissances européennes sur le fonctionnement de l'espace politique, ou tout au moins la vie politique en Afrique, on comprend tout de suite que l'Union africaine ne peut pas être efficace. Donc là, il y a la question de son autonomisation qui se pose. Et cela peut également se vivre sur le champ des crises et conflits où, à ce jour, on a l'impression que certaines organisations sous-régionales arrivent à opérer avec un peu plus de succès que l'Union africaine, à défaut de vivre ou tout au moins d'appliquer des solutions importées d'ailleurs, soit des Nations Unies ou de l'Union européenne. On a le cas de la CEDEAO qui arrive à agir sur le terrain avec un peu plus d'efficacité que l'Union africaine. Et pour ma part, c'est la conséquence de tout ce que je viens de décrire là, à savoir une institution qui n'a pas bonne réputation au sein de l'opinion aussi bien gouvernante que populaire en Afrique, qui n'a pas la politique de ses moyens et qui, de ce point de vue, ne peut pas agir avec efficacité sur le terrain. Docteur Foucault, est-ce qu'il ne faut pas imaginer un contrat social qui soit adapté à nos réalités? Est-ce que le fait d'aller dans la démocratie avec des postulats ou bien des fondamentaux qui ne sont pas proprement de chez nous, je dis tout ça entre guillemets, est-ce que d'aller à la démocratie avec des outils qui doivent être évalués même par d'autres, est-ce que ce n'est pas un obstacle et qu'il faille peut-être que nous soyons capables de repenser un contrat social qui soit adapté peut-être même à la jonction entre cet État traditionnel qu'on a dans les chefferies et l'État moderne qui est l'État supranational? Je ne vais pas répéter tout ce que Richard et Eric Wilson ont dit ici sur la greffe des États. Mais je veux dire que les personnes ou les groupes d'intérêt qui dirigent aujourd'hui les États africains
ne veulent pas du débat sur le contrat social. Parce que pour arriver à un contrat social, pour arriver à redéfinir un contrat social, on ne peut pas le définir de façon unilatérale. Je veux dire ceci, un groupe, notamment un groupe dominant, minoritaire, largement minoritaire, ne peut pas de lui-même aujourd'hui définir quel est le contrat social. Il faut qu'il y ait une sorte... Alors, là, ça sera très philosophique. Il faudrait qu'on soit vraiment conscient de l'état de nature dans lequel on est et qu'on se regroupe tous ensemble justement pour définir ce contrat social. Et ça suppose donc être tous ensemble, écouter les uns et les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une incapacité viscérale à définir un contrat social. Ou bien nous avons une répulsion viscérale à définir un contrat social. Parce que le contrat social, justement, permettrait de rabattre les cartes. Or, que ce soit ceux qui dominent ou les groupes d'intérêt qui les soutiennent, ne veulent pas d'un contrat social africain. Mais si l'idéal était donc d'arriver à une démocratie africaine, il faudrait justement définir un contrat social propre à l'Afrique. Et lorsqu'on veut définir ce contrat social, on n'a qu'à regarder le fonctionnement des sociétés traditionnelles, dans lesquelles il y avait bien entendu un chef, il y avait des notables, il y avait dans certaines régions, il y avait une sorte de bicaméralisme en dessous des chefs, mais il y avait un fonctionnement démocratique de la société où la gestion des terres était dans l'intérêt général, sans droit de propriété, dans l'intérêt général, où personne ne pouvait mourir de faim dans une société, où personne ne pouvait mourir de maladie parce qu'il n'a pas été assisté par la communauté. En clair, il y avait une protection de la communauté sur l'individu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le contrat social à l'africaine, c'est une société qui s'occupe de chacun de ces individus. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'intérêt général. Je ne pense pas qu'il y ait un contrat social propre à l'Afrique, mais je pense que à partir du moment où nous mettons donc au cœur de tout notre projet l'intérêt social, où nous nous entendons, quels que soient les bords politiques, sur l'intérêt général comme étant la quête de tous les pouvoirs, on se rendra donc compte que nous allons diriger, nous allons pouvoir gouverner dans un sens constructif. Voilà, maintenant, à partir de ce moment, le débat ne se pose plus sur l'intérêt général, sur le contrat social, parce qu'il est connu. Le contrat social est connu. Maintenant, c'est quelles sont les modalités justement d'accès au pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois que le consensus est clair sur nous gouvernons tous pour ceci, dans tel but, comment accédons-nous au pouvoir? La question maintenant c'est, est-ce que nous allons accéder au pouvoir sur la forme traditionnelle où nous avons un chef qui naît chef et qui meurt chef parce qu'il a tiré son pouvoir d'un ou des dieux, où nous avons, et ça c'est la société traditionnelle, ou bien nous avons une sorte de société, je dirais pas moderne, parce que je suis toujours très prudent sur d'où vient le modernisme, où nous avons une société occidentalisée, où le chef tient son mandat pour un temps du peuple. Et manifestement, nous voyons que nous semblons, je préfère être prudent là-dessus, nous semblons anthropologiquement inaptes à imaginer que le pouvoir ne vienne pas de Dieu. Oui. Et qu'un individu n'est pas un homme providentiel qui forcément a eu son mandat de Dieu. Oui. Si nous concevons dans cette théorie traditionnelle, alors mettons sur pied des sortes de monarchies démocratiques dans laquelle on gouverne. En fait, monarchie démocratique, ça semble contradictoire, mais bon, en fait, la démocratie ici n'est plus l'organisation, mais l'objectif. Oui. Des sortes de monarchies démocratiques où l'objectif est justement la satisfaction de l'intérêt général à travers les libertés, à travers la protection sociale, à travers un certain nombre de droits fondamentaux qui sont protégés par tous et pour tous. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais permettez-moi juste de faire une petite digression sur la question que vous posiez tout à l'heure sur l'Union africaine. Juste pour dire ceci, que l'Union africaine aujourd'hui est dans une errance totale qui trahit donc justement toute notre errance culturelle entre divinisation du pouvoir et légitimité populaire. C'est que l'Union africaine elle-même aujourd'hui ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est une société, est-ce que c'est une organisation qui fonctionne sur la base d'un idéal? L'idéal étant donc l'interdiction de tout
les formes de changement, de toutes les formes de changement anticonstitutionnel du pouvoir. Ce qui est d'ailleurs inscrit dans son acte constitutif et dans la plupart de ces actes, des actes sécrétés par la Constitution, ou bien est-ce qu'elle agit en fonction d'un réalisme? Le problème, c'est que quand vous essayez de regarder l'action de l'Union africaine, il n'y a ni idéalisme, ni pragmatisme. En fait, il y a une sorte de fainéantisme qui fait en sorte que nous restons, nous observons et nous demandons ce qu'il faut faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des organisations régionales, comme la CEDEAO, comme disait Eric Wilson tout à l'heure, qui prennent les devants. Mais aujourd'hui, c'est une société complètement timorée. Pourquoi? Parce que d'un côté, ces financements viennent de l'extérieur, c'est vrai. Mais pourquoi ces financements viennent de l'extérieur? Parce que le club qui le constitue est incapable de le financer. Et il est incapable de le financer. Pourquoi? Pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que si vous faites d'une organisation comme celle-là une organisation puissante, elle pourra prendre des décisions courageuses. Mais il faut la tenir. Ce qui fait qu'elle sera amorphe, ou bien elle sera c'est atone ou aphone? Atone. Atone sur les changements de constitution pour se perpétuer au pouvoir, mais elle sera plus ou moins prompte dans un cas ou d'un autre, suivant où va le vent. Et où va le vent, c'est où vont les autres grandes institutions, pour dire, finalement, on condamne ce coup d'État, ou finalement, on ne le condamne pas. Vous voyez que, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une organisation qui a pourtant un cadre juridique qui me semble assez intéressant quand on lit ses principes et ses objectifs tirés des articles 3 et 4 de l'acte constitutif, ou bien la CADEJ que citait Richard Toller, ou bien un certain nombre de règles qui guident le Conseil de paix et de sécurité. On se rend compte que c'est une institution qui a une armature juridique solide. Je dirais même, c'est-à-dire que très, très agressive vis-à-vis des États non démocratiques. Oui. Mais finalement, il y a une sorte de fainéantisme qui fait en sorte que l'Union africaine elle-même se paralyse et ne peut pas agir dans le sens de la démocratie. Docteur Fofa, dans la religion capitaliste que nous vivons, est-ce que l'individu n'a pas perdu le sens de la communauté, tout simplement? Je crois que c'est le cas. Parce que lorsque vous observez le comportement des uns et des autres, des différents acteurs sociopolitiques, vous vous rendez justement compte que nous ne sommes pas loin d'une sorte d'ensauvagement de la société, dans le sens où l'intolérance a pignon sur rue aujourd'hui, les tensions, pour un rien, vous avez des factions qui se créent et s'expriment avec une telle violence que vous avez du mal à imaginer que c'est des personnes qui, pendant un certain moment, ont cheminé ensemble. Donc, sur ce plan, il faut dire justement que nous gagnerons justement à discipliner nos comportements sur la place publique. Et cette discipline passe justement par un effort assez poussé sur le plan de l'éducation. Parce que tout part de là. Cette intolérance que nous vivons aujourd'hui sur le champ politique, on peut la vivre également au niveau de la société tout entière, notamment dans les universités, les établissements scolaires, les marchés, bref, on a l'impression aujourd'hui qu'en Afrique noire et principalement en Afrique noire francophone, l'être humain a les nerfs à fleur de peau. Pour un rien, les uns et les autres se crient, se tapent dessus. Et pour ma part, le politique a une très grande responsabilité dans cet état de choses. Dans ce sens que c'est des attitudes qui trahissent un peu les frustrations des uns et des autres. Et ces frustrations sont nées de la façon dont la chose publique, n'est-ce pas, est managée. C'est-à-dire que on a l'impression que le pouvoir sert à servir les autres. Le pouvoir sert à opprimer, le pouvoir sert à radicaliser ou à créer des factions. Et de ce point de vue, il n'est donc pas étonnant que l'on ait ce type d'attitude. Mais je pense aussi que l'élite politique africaine a doublement cette responsabilité du fait qu'au-delà de ceux qui tiennent le pouvoir,
il y a l'élite politico-intellectuelle, je vais dire ça comme ça, qui ne travaille pas assez à l'éducation des masses. Et sur ce plan, je vais convoquer aussi la responsabilité des masses médias qui ne font pas aussi assez pour éduquer, pour former, pour renseigner, n'est-ce pas, l'opinion sur les attitudes, n'est-ce pas, que l'on devrait afficher dans un espace qui nous est tous, qui nous est commun. Ouais. Oui. Donc, pour ma part, c'est de ça qu'il s'agit. Docteur Foka, il faut peut-être que nous organisions un échange la prochaine fois sur la nature du pouvoir. Parce que pour avoir étudié le pouvoir dans son histoire, il y en a qui pensent qu'il est divin. Et du coup, si on est investi d'une autorité en pensant que le pouvoir est divin, il est peut-être, entre parenthèses, un peu normal qu'on ne regarde pas les autres comme égal à soi. Et du coup, et c'est ça ma question, c'est peut-être le fondement de l'égalité dans la citoyenneté qui nous manque. Oui, je pense que même si le pouvoir est divin, si on part sur la base que le pouvoir est divin, précisément le rôle du divin, c'est d'établir une certaine forme d'égalité. Je crois que quelles que soient les religions qui traduisent ou trahissent la parole divine, il y a une sorte d'égalité qui est le socle en fait du discours divin. Donc, si on conçoit le pouvoir comme étant divin, ça serait juste la source de légitimité du pouvoir. Par contre, la finalité du pouvoir resterait la même, puisque si le divin vise justement une forme d'égalité entre les gens, de protection des uns et des autres, de pardon. Et dans ce sens-là, j'adhère totalement à ce que disait Richard tout à l'heure, parce que finalement, la vérité, en fait, naît de la contradiction avec l'autre. Notre rencontre avec l'autre nous pousse au conflit, à la contradiction, et il faut qu'on soit capable de l'accepter. Parce qu'in fine, la vérité naît de l'altérité. C'est la rencontre avec l'autre qui nous pousse à voir la vérité. Par contre, maintenant, la question de cette forme d'inégalité vient de quelque chose déjà que soulevait tout à l'heure Eric Wilson, qui en fait, il parlait d'ensauvagement. Mais en fait, je parlerais plutôt de retour à l'état de nature. C'est-à-dire que quand on observe les sociétés, la violence, la bestialité des discours qui a sur la place publique, qui a sur la place politique, on se rend bien compte qu'on est en train de faire un retour à l'état de nature, où l'être humain ne tire son pouvoir ni de la divinité, ni de la collectivité. Il la tire de ce qu'il estime être sa force. Et donc, on revient à une forme de loi du plus fort. Donc, on rentre à l'état de nature. C'est pour cela qu'il n'y a pas, tout ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de contrat social. Parce qu'à partir de ce moment, la question est, vous avez le droit sur tout et les autres n'ont de droit sur rien. Parce que tout ce qui vous importe, c'est vous. Vous avez parlé tout à l'heure du règne du capitalisme. Mais le capitalisme à son niveau, c'est-à-dire à son étape, je dirais, à son étape la plus noble, vise l'égoïsme. Et on sait bien que ce soit avec les théories de Bentham, on voit bien qu'en fait, c'est la somme des égoïsmes qui produit le bonheur commun. Sauf que lorsque le capitalisme rentre dans son visage le plus bestial, qui vise à déposséder les autres de leur liberté, de leur force de travail, de leur droit à la vie, pour la satisfaction d'un seul, on est sorti du cadre social pour revenir à l'état de nature. Et malheureusement, aujourd'hui, l'être humain pense tirer sa légitimité de sa force. Et c'est ce qui justifie donc tout ce qui est cité ici, tout ce qu'on voit dans notre société ou ailleurs, où les conditions de dialogue sont les conditions de la force, les conditions de la loi du plus fort. À partir du moment où on se pense être le plus fort, l'objectif n'est donc plus de dialoguer avec l'autre, c'est de le déposséder de son humanité pour lui imposer notre volonté à nous. Parce qu'on est les plus forts. Et là, la question n'est plus de savoir où l'on tire notre pouvoir, ni de la divinité, ni du peuple, mais il est tiré de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut civiliser, il faut socialiser, il faut resocialiser cette société qui est en train de s'ensauvager, ou bien qui est en train de retourner à l'état de nature le plus bestial.
Dernière question, nous allons faire le dernier tour de table. Comment sort-on, Dr Frédéric Foucault, comment sort-on des coups d'État en Afrique? Comment est-ce qu'on sort des coups d'État en Afrique? On a évoqué pendant notre émission la nécessité de rebâtir un nouveau contrat social. Mais maintenant, le téléspectateur qui nous regarde s'attend certainement à ce que nous lui donnions un comprimé pour son devoir, pour sa recherche, pour son livre. Qu'est-ce qu'on fait prioritairement? Alors, j'ai envie de me risquer à une forme d'absolutisme dans la réponse en disant « sortons du contrat social en gouvernant bien », c'est-à-dire à travers la bonne gouvernance, comme le disait Eric tout à l'heure. Mais malheureusement, cette réponse est tellement facile qu'elle ne peut rendre compte de rien. Comment est-ce qu'on va sortir des coups d'État? Je ne sais pas si le coup d'État en Guinée était le dernier qu'on observera en Afrique. En réalité, tant qu'il y aura dans la société une minorité de jouisseurs qui détiennent toutes les ressources, et il y aura une majorité de frustrés qui n'a même pas le minimum de protection nécessaire, le risque de coup d'État sera permanent. Je dis bien permanent. À partir de là, sans vouloir donner de réponse, et là, je vous laisse bien, vous le philosophe, à une forme de maïeutique socratique, c'est que chacun justement peut lui-même, de ce que j'ai posé, accoucher les réponses. Docteur Richard Macon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme vous et moi avons été honteux quand même, le 5 septembre, après le coup d'État en Guinée. Le président venait de changer la Constitution. Grand professeur, comme nous tous nous savons, on s'est interrogé. C'est quand même cette fois-là, il venait, après avoir changé la Constitution justement. Comment sort-on de cette situation? Je pense que c'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut une approche construite autour de la mobilisation d'une pluralité de dimensions et de perspectives. La première des choses qui me vient à l'idée, c'est déjà au niveau de la dimension individuelle. Et je pense que c'est là qu'il faut davantage travailler. La première des choses serait de travailler à une civilisation politique, une nouvelle civilisation africaine à la politique. Cette nouvelle civilisation passerait par justement une domestication des instincts, une promotion de la tolérance, une culture de la différence et l'acceptation de la discussion. C'est le premier axe. Le second axe me semble être celui de la systématisation ou du renforcement de la participation citoyenne à l'action publique. Je pense que c'est un cadre qui me semble déterminant aujourd'hui. Nous avons une société qui s'est confinée dans les attitudes d'attentisme. Nous attendons tout de l'ordre gouvernant et nous attendons tous des partenaires étrangers. La France doit nous donner ceci, l'Union européenne, on fait tel plaidoyer auprès de l'Union européenne. Cette attitude d'attentisme et finalement de léthargie crée une société d'hommes indigents. Et lorsqu'on est dans une société d'indigence, on est toujours à la recherche du bouc émissaire et on est dans une culture de la violence. La participation citoyenne à l'action publique a pour conséquence d'abord de socialiser chacun à sa responsabilité. C'est responsabilité, redevabilité. Je suis à la fois responsable d'abord de ma propre vie, de ma propre personne, de ma propre trajectoire, mais je suis aussi comptable de là où je me trouve sur l'état de la société. C'est donc une obligation à chacun de participer à la construction de l'œuvre commune, et non pas simplement dans une attitude de la recherche de son intérêt singulier. Et au-delà donc de cette idée de la civilisation, une nouvelle civilisation des mœurs politiques et de la construction et de la systématisation de la participation citoyenne à l'action publique, je pense qu'il faut aussi insister aujourd'hui sur la nécessité de renforcer une culture de la paix.
Et ça rentre aussi en droite ligne avec l'idée du renforcement de l'action citoyenne, hein, de la participation citoyenne à l'action publique, une culture de la paix qui est en lien avec l'idée de Protagoras sur ce que c'est que le citoyen. Protagoras disait « Tout homme a deux métiers, le sien propre et celui de citoyen ». Protagoras estimait donc que citoyen était un travail à plein temps, que l'homme devait mobiliser l'idée de la citoyenneté comme étant un nouvel habillage, une nouvelle tunique, une nouvelle fonction qu'il devait habiter de façon permanente, au-delà de sa fonction, de son travail quotidien de forgeron, d'enseignant, de médecin. Il devait aussi travailler, il devait aussi effectuer sa tâche de citoyen. Protagoras a donc donné ainsi la plus belle leçon de la citoyenneté qui soit, pour faire comprendre que citoyen n'était pas un travail qu'on pouvait estimer une attitude de dilettantisme. Ça ne pouvait pas être une fonction de laquelle on pouvait prendre congé. C'était donc un habillage, une nouvelle façon de vivre et de penser sa vie en société. Donc, je crois que c'est les différents éléments comme ça qui, mis bout en bout, peuvent permettre d'envisager une nouvelle société civique dans un espace politique plus assaini, plus apaisé, dans lequel les différents acteurs se comprennent et s'entendent, s'intelligent comme des maillons essentiels de la construction d'une œuvre commune. Docteur Fofak, vous qui étudiez les crises internationales, est-ce qu'il y a des solutions au niveau international pour pouvoir résoudre ces problèmes de coup d'État? Non, avant d'arriver aux solutions internationales, il faut justement dire que sur le plan angolais, il y a un certain nombre d'attitudes qu'il va falloir adopter, notamment la culture citoyenne, comme le relevait le docteur Macon, et également la culture de paix. Oui, ces deux attitudes, de mon point de vue, sont fondamentales. Et au-delà, il faut que les uns et les autres, notamment les acteurs de la scène publique, se posent en permanence un certain nombre de questions, dont la première est pourquoi on va en politique? On va en politique parce qu'on est porteur d'un idéal, ou on va en politique s'enrichir? Bon, encore, vous me direz peut-être que s'enrichir peut être un idéal aussi, mais toujours est-il que est-ce qu'on va en politique pour le bien commun ou pour le bien-être commun, ou on va en politique pour son propre bien-être? Et au-delà, il y a également qu'au niveau du continent, il faut cesser de percevoir la politique comme ce jeu dans lequel tous les coups sont permis. Pour ma part, je pense que non. Si on veut arriver à une société civilisée, entre guillemets, il faut qu'on se le dise, que la politique ou le champ politique n'est pas un champ où tous les coups sont permis. On va en politique justement parce qu'on porte un idéal qui pourrait changer justement le quotidien de ses semblables, et non pour autre chose. Et sur cette base-là, on peut arriver justement à construire une société où les uns et les autres se regardent comme des partenaires ou comme des maillons d'une même chaîne. Et cela permet justement de réduire le niveau des tensions qui pourraient être sécrétées, n'est-ce pas, par les attitudes des uns et des autres. Et sur le plan international, il y a que la société internationale fonctionne sur des codes qui, de mon point de vue, sont construits sur les ambitions, les intérêts des uns et des autres. Et c'est pour ça que quand on parle de communauté internationale plutôt que de société internationale, je suis un peu dérangé parce que pour ma part, je pense qu'il existe des communautés internationales. Et chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, ce n'est pas toujours la même communauté internationale qui intervient. Alors, chaque communauté internationale se constitue en fonction d'un objectif, d'un certain nombre d'ambitions ou d'un centre d'intérêt. D'un centre d'intérêt. Et de ce point de vue, il serait difficile, n'est-ce pas, de lire le processus résolutif de toutes les crises avec les mêmes outils. Avec les mêmes outils. Donc, je pense que dans chaque situation de conflit, il faut au préalable interroger les sources, les causes, n'est-ce pas, pour adapter la thérapie qui sied justement à ça. Et pour ma part, la première solution ou la première thérapie, elle est endogène et repose sur 3 piliers: la bonne gouvernance,
la citoyenneté et la culture de paix. Et ça, on peut l'expérimenter dès le bas âge dans un pays, n'est-ce pas? La culture de paix dès la maternelle, n'est-ce pas? Et à travers tous les autres stades de l'éducation, notamment le secondaire, le supérieur, dans nos différents espaces publics et autres. N'est-ce pas? Cela permet justement d'avoir ce type de citoyen qui n'a pas peur de la contradiction. Ce type de citoyen qui ne trouve pas un problème, qui ne trouve pas de problème à ce que son semblable, n'est-ce pas, trouve à redire dans ce qu'il a à dire et autres. Alors vous voyez que de ce point de vue, ça permettra justement aux uns et aux autres d'être un peu plus tolérants. C'est-à-dire d'avoir une société tolérante qui accepte les contradictions. Et cela pourrait, de mon point de vue, réduire non seulement les coups d'État, mais aussi les situations de crise et de conflit qui semblent avoir élu domicile, n'est-ce pas, sur le continent africain et principalement en Afrique au sud du Sahara. Chers téléspectateurs, nous croyons avoir lancé comme ça des pistes de réflexion sur lesquelles vous pourrez réagir, sur lesquelles vous pourrez intervenir. Nous attendons de vous que nous poursuivions ensemble la recherche et que nous parvenions à construire un continent qui est fort, qui est solide, qui est capable d'être stable et plus fort encore dans le rapport de force qui nous oppose aux autres espaces de l'univers, aux autres espaces de notre monde. Merci, Dr Foucault. Merci à vous. Merci, Dr Richard Macon. Merci infiniment, Jacques. Merci, Dr Fofak. Merci d'être venu partager avec nos téléspectateurs, d'être venu échanger avec eux sur la question des coups d'État en Afrique. Merci, chers voisins, permettez-moi de le dire ainsi. Merci de m'avoir invité, n'est-ce pas, à ce banquet scientifique. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. À très bientôt sur Africa TV.